on n'y avait pas consacré du temps ou de l'énergie, le président Macky Sall serait le candidat de Benno Bokk Yakaar. La preuve, c'est qu'il n'a toujours pas de candidat à 6 mois de l'élection. Il est très clair que c'était son objectif. Bon, qu'il ait changé d'avis suite à la mobilisation des Sénégalais, c'est une excellente chose. C'est tout à fait le contraire, au fond. Je considère que ça a été une victoire des démocrates, de tous ceux qui considèrent qu'il fallait respecter la Constitution. Et ça, cette clarification, il aurait dû la faire très très tôt depuis sa réélection en 2019. Mais tout ça est derrière nous. C'est un combat démocratique qui valait largement la peine d'être mené. Autrement, on serait dans une situation où lui-même serait le candidat. D'ailleurs, ce qui explique, comme je dis, sa difficulté à trouver un candidat, puisqu'il n'avait certainement pas prévu d'en avoir un. Mais ça, c'est comme toutes les luttes démocratiques. Une fois qu'on a cette victoire, on passe à la prochaine bataille. Et la prochaine bataille, il est important de la mener, c'est la participation inclusive de tous les candidats. C'est qu'il y ait un scrutin, d'abord tenu à échéance, parce que c'est ça aussi la question que beaucoup se posent. Et il faut que le président Sall sache que dès le lendemain de la date où il avait été réélu, il n'a plus de légitimité. Donc il faudra bien qu'il y ait un nouveau président. Donc les élections doivent se tenir à date échue. En tout cas, je considère que ce report-là est impossible. Ça nous mettrait dans un vide institutionnel et installerait le Sénégal dans une instabilité. Donc, il faut absolument que les élections se tiennent en février 2024. Et sa lenteur à sélectionner son candidat, évidemment, mais le temps pose pas des trop questions. Court. Le temps est assez court. Certains pensent que le temps est court. Parce que là, on est à 6 mois de... Mais il n'y a pas de temps court ou long. Tout le Sénégal sait qu'on devait tenir les élections en février. Oui. Et le président Macky Sall en premier. Donc, il faut aller aux élections. Et avoir repoussé ce parrainage-là, voilà, ça rend ça suscite de la suspicion, quelque part. Donc, qu'il réaffirme vraiment très rapidement que les élections vont se tenir à date échue. Je crois qu'il l'avait dit, mais qu'il le réaffirme et qu'on se prépare à aller à des élections, que les Sénégalais choisissent leur président et qu'on passe à autre chose. Et comme je dis, il faut que tout le monde soit candidat, y compris Ousmane Sonko, on va l'aborder directement. Je considère que dans cette politique de grand pardon que le président a eue, mais il devrait en faire partie et il devrait concourir. Moi-même, je suis candidate et les Sénégalais choisiront celui qui présidera à leur destinée. Je pense que ça serait une bonne sortie et une belle sortie pour le président Macky Sall. Le 3 juillet, quand le président de la République a fait sa déclaration de non-candidature, qu'avez-vous ressenti sur le moment? Avez-vous été agréablement surpris? Non, parce que c'est en tout cas satisfaite d'avoir obtenu une victoire. C'était une victoire. Que dans ces manifestations aussi contre le troisième mandat, n'oublions pas qu'il y a eu quand même des pertes en vies humaines, etc. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et la question n'aurait même pas dû se poser, au fond. Parce qu'ensemble, nous avons combattu le troisième mandat d'Abdoulaye Wade, président Abdoulaye Wade, en 2011. Donc, pour moi, c'était une complète hérésie que de vouloir envisager voilà, un troisième mandat 11 ans après, que nous ayons ensemble, hein, lui, nous, son parti, sa coalition, que nous ayons tous combattu ce troisième mandat du président. Moi, je pense qu'en politique, quand je ferme un chapitre, je regarde devant moi, je n'ai aucun regret, parce que je considère que j'ai mené un combat de principe. C'était plus simple hein, de suivre la vague, là, comme tout ce que tous ces hommes ont fait. C'est ça que quand on pose la question de homme ou femme, voilà une question claire où tous les hommes n'ont pas osé dire la vérité au président Macky Sall. Voilà. Donc, je considère que j'étais sur la bonne position, la position partagée, je pense, par la majorité des Sénégalais. Et voilà, c'est une satisfaction. Au contraire, eux d'ailleurs, quand il a décidé de ne plus faire de troisième mandat, je les ai entendus dire que c'était un grand monsieur, un grand seigneur, après avoir tous devant vos télés et vos journaux là, dit qu'il avait droit à un troisième mandat. Donc on est arrivé quand même à un niveau de baisse ou de la moralité politique qui est quand même préjudiciable.
d'une manière générale. Mais donc, Aujourd'hui, ouais. vous entendez des responsables politiques dire une chose, le lendemain le contraire. Évidemment, les jeunes qui observent tout ça perdent vraiment voilà, le respect qu'ils ont envers les politiciens. Et ça, il faut qu'on y trouve une solution. Il faut exiger que les politiciens aient de la tenue, de l'éthique. Ça, c'est important, notamment pour les choisir après. Donc, aucun regret, Madame Aminata Touré, aucun regret Absolument, par rapport à aucun ça. regret, bien au contraire, puisque c'est une bataille qu'on a tous remportée, nous les démocrates. Donc, non, c'est au Mais contraire une grande satisfaction. la guerre n'est pas encore finie, terminée, pas tout à fait terminée. Mais alors, dites-nous, parce que vous avez prononcé tout à l'heure le nom de M. Ousmane Sonko, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que depuis qu'il est, en tout cas, dans les mains de la justice sénégalaise, entre les mains de la justice sénégalaise, qu'il y a une certaine mollesse un peu de l'opposition? On a comme l'impression, le sentiment, certains en tout cas ont ce sentiment-là, que Ousmane Sonko serait peut-être un élément gênant dont l'incarcération ne gênerait pas certains hommes politiques. Ah ben ça, ce serait du cynisme de dernier degré. Pour ce qui me concerne, je suis membre fondatrice du F24, lui aussi était membre fondateur. Nous avons mené ensemble ce combat contre le troisième mandat et il a lui-même le mérite voilà, de s'être opposé. Et voilà, je pense que dans tout pays, et je l'ai toujours dit, il fallait une opposition et une majorité. Une opposition, elle est faite pour s'opposer. Elle n'est pas faite pour être réduite à sa plus simple expression. Je ne le pense pas. Voilà. Et quand vous fermez toutes les possibilités à l'opposition, vous avez des situations telles qu'on les observe dans nos pays voisins. Voilà. Parce que la soif de changement et de liberté, elle est incompressible. Elle est incompressible. Et je pense qu'il y a une soif de changement dans ce pays. Et ce n'est pas par des lois, par des emprisonnements qu'on peut régler la question. C'est comme de l'eau qui coule. Voilà, vous bouchez ici, ça sort ailleurs. Mieux vaut, à mon avis. Et ça, c'est le conseil que je donne au président Macky Sall. Renoncer au troisième mandat, c'est vrai, face à la pression et à la lutte des démocrates, mais je crois qu'il doit aller plus loin. Il a pardonné voilà, des personnalités qui théoriquement ne devraient pas faire partie de l'élection, mais ça devrait s'appliquer à tout le monde. Et qu'il élargisse aussi tous ces jeunes qui sont en prison, d'un millier de jeunes, etc. Et qu'on tourne la page. Voilà, et qu'on tourne la page, qu'on aille vers des élections libres, transparentes. Pour une fois, les Sénégalais pourront écouter les candidats, leur programme, apprécier également voilà, leur éthique, etc. et faire un choix libre. D'autant plus que 53% des Sénégalais n'étaient pas allés aux urnes l'année dernière pour les législatives. Voilà, peut-être qu'ils n'ont pas voilà, vu les profils qui pourraient les intéresser. Pourtant, il avait les moyens de le faire. Mais Mme Touré, est-ce qu'il n'y a pas une forme de radicalisation aussi de l'opposition, qu'on peut reprocher à l'opposition, du fait de l'usage même de langage réellement, je dirais, insurrectionnel complètement? Et lorsqu'on demande, par exemple, au président, qu'on dit que le président Macky Sall doit être délogé du palais et qu'il doit subir le même traitement que Samuel Doe, est-ce que vous, en tant que leader bien politique... sûr que je ne partage pas ça, vous ne m'avez jamais entendu dire ça, mais des dérapages en politique, il y en a toujours eu. On ne va pas s'accrocher à une seule phrase. C'est lorsque vous arrivez dans des situations extrêmes où il ne faut pas arriver que vous ne contrôlez plus rien et qu'il y a les dérapages. C'est ça la question. Il ne faut pas arriver à ces situations extrêmes. Et encore une fois, il faut interroger l'histoire, c'est important. Mais les vidéos sont là. Le président Sall n'était pas un opposant mou. Moi, j'étais là. Mais vous êtes témoin de ça? Mais j'étais là, oui, bien sûr. J'étais là. Ce n'était pas un opposant mou. Il a une fois dit que si le président Ouad ne respectait pas les résultats, il irait le déloger au palais. Voilà, parmi autres langages, phrases très, très dures. C'était un opposant radical. À l'époque, pourtant, on n'a pas dit sous la paix. Le président Niasse lui-même, on l'a vu devant l'Assemblée avec un caillou à la main. Les deniers publics n'ont rien à voir avec des... Comment appréciez-vous le retour sur scène de M. Karim Wade, d'un point de vue politique?
Ce n'est pas Bah, d'appréciation. vous avez été ministre Ça n'a rien de personnel. Ça n'a jamais été personnel. C'est le PDS qui a voulu en faire un faux argument parce qu'ils sont allés se réconcilier avec le président Macky Sall. Donc, il fallait bien qu'ils servent un argument à leurs militants qui ont été des opposants radicaux depuis toujours. Voilà. Donc, une fois qu'ils ont fait leurs arrangements en haut, il fallait bien qu'ils trouvent, voilà, etc. Vous étiez assez Mais, radical. je suis tout aussi radical de nos jours. Moi, je considère que les deniers publics, il n'y a pas de transaction à faire sur les deniers publics. Pourquoi nos jeunes là prennent la mer et vont mourir par centaines? C'est parce qu'ils n'ont aucune perspective économique sur leur avenir. Pourquoi ils n'ont pas de perspective économique pour leur avenir? Et parce qu'il n'y a pas suffisamment de ressources mises dans des projets pour les retenir ici. Il y a des relations de cause à effet. Hein? Donc ça, il faut jamais l'oublier. Et je crois que le gros problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est la corruption. C'est ce qui nous amène tous ces coups d'État en série, tous ces jeunes qui prennent la mer, la déliquescence même voilà, de nos administrations, etc. C'est le gros problème. Alors, si je considère que c'est le plus gros problème, je considère qu'il faut lui apporter les solutions qu'il faut. C'est tout, mais ça n'a rien de personnel. Moi, je vous renvoie aux propos du gouvernement. Le gouvernement lui-même a confirmé les propos que j'avais tenus à travers un communiqué officiel. Donc, cette question-là, elle est derrière nous. Elle est évacuée. Voilà. OK. Alors, vous avez parlé du président Macky Sall tout à l'heure pour dire qu'il faut qu'il engage un processus vertueux, on va l'appeler ainsi, et que tout le monde puisse, qu'on puisse avoir une élection inclusive avec voilà, la participation de... À date échue. Voilà. Et s'il prend cette voie-là et qu'il donne des garanties par rapport à toutes ces choses et que vous voyez des perspectives intéressantes pour notre pays, une appréciation positive globale de la démarche, est-ce que dans ce cas de figure-là, Mme Touré serait dans les dispositions de se réconcilier à nouveau avec le président Sall, parce qu'on a vu que plusieurs fois, vous vous êtes séparés et curieusement, vous vous êtes toujours retrouvés. Vous vous séparez, vous vous retrouvez encore. Est-ce que cette perspective-là est envisageable? Non, d'abord, il faut rétablir les faits. Je n'ai jamais quitté la paire jusqu'à ce qu'on me renvoie de la paire. Voilà. Moi, je considère qu'à l'intérieur d'un parti, ce n'est pas l'armée, hein, un parti politique. Voilà, vous pouvez avoir des divergences au sein du parti, avoir des opinions différentes et toujours être dans le parti. C'est pas un embrigadement, le parti, surtout quand on est un intellectuel. Pas parce que le chef a dit et puis tout le monde doit être d'accord, aucune tête ne dépasse. C'est pas D'abord, je ne viens pas de cette tradition politique, d'abord. On vient d'une tradition de gauche où le débat contradictoire était la norme. Et justement, de nos divergences ou de nos accords, on arrivait à prendre des directions qui nous amenaient tous ensemble. Bon, c'est peut-être la divergence que j'ai. Eux venaient peut-être du PDS où quand Maître Ouad disait, tout le monde s'alignait. Mais on a eu une collaboration sur 11 ans, bon, avec des hauts et des bas, mais j'étais toujours dans la paix jusqu'à ce que nous ayons notre contradiction principale. Mais ça n'a rien de personnel. Je n'ai aucune divergence personnelle entre moi et le président Macky Sall. C'est une divergence politique. Une divergence politique, voilà. Voilà. Il n'y a aucune alliance à avoir et aucun retour à envisager. Je suis dans l'opposition, je suis membre fondatrice du F24 et nous avons une plateforme bien définie. Je viens de vous dire qu'il y a déjà 1 millier de jeunes, dont le responsable de Mimi 2024, Tambacounda, qui est en prison depuis 3 mois, pour avoir rien fait du tout. Hein. Il a été raflé en même temps que le responsable de PASTEF et de FRAPP. Voilà, parmi des milliers de jeunes activistes, etc. Ça, c'est une contradiction importante. Aujourd'hui, il faut également, d'ailleurs, profiter pour lancer un appel à toute l'opposition. Je pense que l'opposition, sa tâche d'unification n'est pas finie. Même si tout le monde peut être candidat, je pense qu'il faut qu'on se retrouve ensemble pour, exiger que les élections se tiennent à date échue et de manière inclusive. 2, pour la libération justement de nos militants, etc. Que le processus électoral soit transparent. Ce fameux logiciel de contrôle des parrainages, mais ça ne peut pas être l'exclusivité du ministère de l'Intérieur. Il faut qu'on sache à quoi il ressemble, ce logiciel, pour que tout le monde ne se retrouve pas avec des doublons. Voilà, ça c'est des tâches que l'opposition doit mener ensemble, même si chacun est candidat et va chercher son parrainage. Voilà.
Non, pas une hantise. Pas aucune hantise. J'ai dirigé le parrainage du président Macky Sall par 2 reprises. Mhm. Non, pas du tout. Mais Pensez-vous il faut que le processus soit transparent. Il n'y a aucune carte blanche. Bon, oui, qu'il a une carte blanche de son parti. Ça n'a pas l'air de bien fonctionner d'ailleurs, soit dit en passant. Mhm. Quand on entend les différents potentiels candidats là, Oui. voilà. Mais ça, c'est la vie. Comme aux États-Unis, le président Sall est en situation de lame duck. Il y a le canard boiteux, quand on sait que votre date d'expiration est connue, après vous n'avez plus d'autorité ni D'autorité. de prise sur qui Ouais. que ce soit. Donc, je lui souhaite bonne chance dans ce C'est ça. domaine-là. Vous êtes politicienne engagée, Ouais. Madame Touré, mais vous êtes une femme. Voilà. Ouais. Est-ce que vous pensez que les Sénégalais, sans vouloir être caricatural, hein, Ah, voilà, non, bien sûr. les Sénégalais sont prêts aujourd'hui à porter leur confiance sur une femme? Je le crois. Je le crois très sincèrement pour plusieurs raisons. D'abord, on a eu des exemples au niveau communautaire. C'est là-bas où ce que vous appelez la société, la culture s'exprime le mieux. Hein. Mhm. Vous À la avez, base. voilà, à la base. Mais à la base, vous avez eu des femmes qui ont battu voilà. J'aime bien la citer parce que elle était face au frère du président, à la ministre de la Jeunesse à l'époque, un DG puissant ici à Guédiawaye. C'est Maë Cordiouf, une jeune dame qui les a tous battus. C'est à la base. Il y a d'autres exemples, hein, d'autres femmes, etc. Je crois qu'aujourd'hui, les Sénégalais sont plus intéressés par les profils plutôt que par le sexe spécifique de la personne. Je pense qu'il faut avoir les aptitudes. Je pense qu'il faut connaître le Sénégal. C'est important. Et je pense qu'il faut aussi avoir l'éthique. Je pense que la question de la bonne gouvernance va être au cœur du choix des Sénégalais. Et de ce point de vue-là, je suis optimiste. Quelque chose vous prédestinait-il à la politique? Pardon? Quelque chose vous prédestinait-il à la politique? Est-ce Je que vous pense, avez... oui. Bon, je ouais. pense, j'ai toujours eu une aversion pour l'injustice. Mhm. Je crois que ça est plus ma nature. Hein. Mhm. Et dès que j'ai rencontré, disons, le cadre intellectuel, je m'y suis intéressé tout de suite, mais assez tôt, quand j'étais en quatrième, je le dis toujours, mon prof d'histoire-géographie qui s'appelle Ismaël Diagne, Mhm. qui est à la retraite bien sûr depuis longtemps et qui a été proviseur du lycée Galadou Diouf, qui nous a initiés aux grandes luttes de l'émancipation. Ça faisait partie du programme Mhm. d'histoire-géographie. Ah ouais, ok. Et voilà, l'histoire des révolutions m'a tout de suite passionné. Mhm. Et c'était l'époque aussi où dans les lycées, vous aviez des foyers. Bon, maintenant, on fait plus de danse et de musique, c'est dommage. Mhm. Mais à l'époque, il y avait aussi Les l'éveil activités culturelles. Ouais. intellectuel. Et puis les partis de gauche aussi en profitaient hein, pour Mhm. trouver de jeunes militants. Mhm. Donc, ce sont ces concours de circonstances qui Mhm. voilà, m'ont amené dans la politique. Mais je n'ai pas fait que de la politique. Ouais. J'ai Mais vous êtes surtout mené ma carrière professionnelle. professionnel. Mais, ouais, on va en parler tout à l'heure. Mais vous avez été membre de la LCT, la Ligue communiste Des des travailleurs. travailleurs, Oui, oui, dans votre jeunesse. oui. Comment vous êtes rentré dedans? Parce que ça également, c'est un univers, je dirais, d'hommes. Parce que généralement, bon, Mais moi, j'ai toujours considéré, et ça, je tenais ça de mon père, que être homme ou femme, ce n'était pas un obstacle à ce que vous vouliez faire. Ça, il nous a inculqué ça parce qu'il a eu plus de filles que de garçons. Mhm. Il nous a inculqué ça très tôt. Donc, pour moi, quand vous allez en classe et que vous êtes meilleur que les garçons, donc, tant que ce n'est pas un jeu physique et que c'est juste un jeu du cerveau, Ouais, voilà, il n'y ouais. a pas d'obstacle en particulier, même si la société vous pose plusieurs obstacles. Ça, c'est très clair. Mhm. Euh, mais je considère que bon, Mhm. c'est aussi c'était peut-être ma destinée aussi C'est ça. que d'être en politique. Vraiment. Ça arrive. Mhm. Le communisme, à l'époque, comme vous le saviez, il y avait deux idéologies. Hein. Il y avait bon, le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest. Mhm. Bon, tout ça a disparu de nos jours. Mais ce qui reste quand même, et qui aussi me structure, c'est le concept de justice sociale. C'est ça. Voilà. Et je considère que ça, c'est un combat À vie. qui, voilà, à vie et qui ne finira jamais. Hein, parce que les inégalités sont encore là, très fortes, au sein de nos sociétés, entre nos pays. Et je pense qu'il il faut lutter contre cela. Mhm. Et quand on est une femme, ça prend aussi une autre dimension, parce que les femmes également sont quand même très discriminées dans nos sociétés et dans le monde.
Vous avez été 3 fois directrice Cabinet de campagne. oui. Bon, directrice de Et, campagne, de cabinet de oui, campagne, oui, c'est ça. etc. Donc, Mais, bon, j'avais accumulé une certaine expérience. expérience, ouais. Voilà. Mais là, vous n'êtes On vous plus. choisit pas, on vous choisit pas parce que juste vous êtes sympathique, hein. On vous Ouais. choisit parce que vous en avez les aptitudes. Ça a été mon cas. Mais vous restez dans l'ombre. Maintenant, vous allez sortir devant la C'était lumière. dans l'ombre, non, puisque j'ai dirigé la campagne de Benno quand même. Oui, Il y a mais. moins d'un an. Ça ressemblait pas à de l'ombre, hein, faire le tour du Non, Sénégal. Non, là, on va vers une élection présidentielle, je veux dire. Ça, Oui. c'est le candidat devant Ah, le bon, peuple. maintenant je travaille pour mon propre compte, vous voulez C'est dire. ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et peut-être pour monter à un niveau plus important, où vous n'êtes plus dans un rôle de conseil, mais vous êtes dans un rôle Oui. de décision. En politique, les sentiments n'ont pas beaucoup d'importance. Et ça, c'est là où peut-être les politiciens sont différents des autres. Parce que, comme je dis, la question du pouvoir, il n'y a pas beaucoup de place pour les sentiments. Vous voulez dire qu'ils sont plus froids que les autres? Ils font preuve de beaucoup plus de froideur que les autres. Je ne suis pas sûr que les hommes d'affaires soient moins Moins froids froid, que ouais. les politiciens. Ça, c'est à voir. Voilà. Mais les sentiments, bon, j'imagine que chacun pose des actes dans le sens de ses propres intérêts. Moi, je considère qu'il faut quand même de la valeur dans la pratique politicienne. Peut-être que d'autres pensent que non. Seul le résultat compte. Je ne pense pas. Je pense qu'il faut de la valeur. Je pense que... Et ça vient de l'école politique où j'ai fait mes armes. C'était des écoles de fraternité où le risque était très élevé. Parler voilà, des communistes, des trotskistes, on les a tous fusillés pratiquement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein, c'était les premiers qu'on prenait. Ou même le combat démocratique. Donc cette fraternité-là, pour moi, elle est importante dans la pratique politique. Ce qui fait que vous pouvez même dépasser vos divergences quand vous les avez. Dites que la fraternité est l'objectif commun qui est de faire avancer le pays, d'émanciper nos peuples, voilà, de la pauvreté dans laquelle ils vivent. Ces objectifs qui vous dépassent méritent peut-être de faire abstraction de ces petits meurtres entre compagnons politiques, jusqu'à ce que justement la contradiction essentielle arrive. Il y a des compagnons politiques qui se sont entretués. Hein. Voilà. Mais quelles sont les qualités requises pour faire un bon politique, si on peut l'exprimer ainsi? Il faut être carapacé quand même. Ça, ah oui, non, incontestablement. Incontestablement. Le courage. C'est pas un jeu pour âme sensible, c'est clair. C'est pas un jeu d'enfant. Non, c'est pas un jeu pour âme sensible. Les enfants peuvent être cruels aussi, mais c'est pas un jeu pour âme sensible. Mais je pense que fondamentalement, ce qu'il faut, c'est de la conviction. C'est de l'engagement, bien sûr, et toutes les qualités de la vie, de la loyauté, de l'honnêteté. Je ne pense pas qu'être politicien, ça veut dire être sans valeur. Je ne le crois absolument pas. Mais dans l'imagerie populaire, non, mais et d'ailleurs, ça, c'est un chantier. C'est véritablement un chantier. Et ça, on a vu le tournant. Le tournant s'est fait carrément, je dois dire, avec l'arrivée du PDS au pouvoir. Hein, ou peut-être c'est voilà, l'idéologie libéraliste où seul le résultat compte qui a amené un peu toutes ces dérives. Mais à l'époque, quand même, les gens, surtout quand vous étiez à l'intérieur du même parti. L'APR, c'est un cas spécifique. L'APR, je crois qu'ils ont mal compris l'axiome politique. Pour eux, faire de la politique, c'est combattre son camarade de parti, hein, pas l'adversaire qui est en dehors du parti. Donc, il faut qu'ils revoient un peu le curriculum de leur école de formation là-bas. Les conflits sont plutôt internes. Oui, évidemment. Et donc, ça donne ce que ça donne, évidemment. Mais bon, ceci est une parenthèse. Mais je considère, moi, que la politique, absolument, elle doit s'accommoder de valeurs. Sinon, elle n'a plus de sens. C'est un engagement. Je considère que on peut gagner sa vie autrement hein, qu'en faisant de la politique, la preuve. Vous ne faites pas de la politique, vous vivez, etc. Je pense qu'on peut être riche sans faire de la politique et l'être honnêtement. Donc, si on arrive en politique, en tout cas la conception que moi j'en ai, c'est pour transformer les choses. Moi, c'est cette vision que j'ai de la politique. C'est pour transformer des situations qui vont dans le sens d'améliorer le bien-être de vos concitoyens, de les prendre d'un point A à un point B, évidemment avec des difficultés, etc. Mais c'est ça fondamentalement l'objectif. C'est pas d'être confortable, c'est pas d'avoir un motard, voilà, et de nourrir son ego. Bon, il y a un peu de cette part-là aussi, hein, parce qu'on est politiciens, on a quand même des égos. D'ailleurs,
politicien sans ego ne pourra jamais être un bon politicien. Ouais. Parce que vous essayez de convaincre vos concitoyens que, voilà, vous méritez de les diriger. Voilà, donc vous avez un ego un peu plus gros que le commun des mortels. Mais ceci étant dit, je pense qu'on le fait pour faire avancer nos pays. Plutôt la malveillance. C'est un terme que notre aîné, hein, enfin Feu, notre aîné, confrère Babacar Touré aimait bien utiliser d'ailleurs pour appeler les uns et les autres à plus de retenue, etc. Je le crois. Je pense que je pense qu'entre êtres humains, c'est ce qui rend une société agréable à vivre. Hein. Tout à fait. Et je pense que si je devais faire une critique de ces 11 ans où j'étais partie prenante, hein, fondamentalement, c'est qu'on n'a pas su faire la balance entre justement l'investissement infrastructurel et l'investissement humain. Bien que c'était dans le programme Yon Yokude. Hein. L'investissement humain, on l'a perçu comme un investissement même d'infrastructure. Voilà. C'est pas seulement construire des universités, construire des lycées, mais c'est déjà construire le type de Sénégalais qu'on veut voir dans 10 ans, dans 20 ans. On a eu le ministère de la jeunesse et des valeurs civiques. Bon, personne ne s'est occupé des valeurs civiques, jamais. Voilà. La question même du sport, la manière dont on a envisagé le sport, c'est aussi mens sana, incorpore sane, c'était ça. Hein? C'était également le sport populaire, le sport à l'école, parce qu'on voulait construire aussi un type de citoyen voilà, précis à travers ce sport-là. La culture, qu'on considère comme parent pauvre. Déjà, quand vous nommez quelqu'un ministre de la culture, il pense qu'on l'a sanctionné. Alors que la culture, c'est oui. C'est au commencement, oui. Mais vous regardez un peu dans la hiérarchie protocolaire, ils sont en bas. Or, pour moi, je considère que la culture, c'est ce qu'il y a de plus fondamental. La différence entre nous et les Chinois, c'est leur culture. Hein. Vous êtes senghorien, alors, sur ce plan-là. Quelque part, oui. Quelque part, oui. Et je pense qu'on peut transformer la culture. Et on peut sublimer des valeurs qui étaient très importantes, Djom, Foule, Moune, etc., qu'on considère comme des choses du passé. Mais alors que pour moi, je considère que c'est des valeurs qu'il faut fondamentalement cultiver et dès le très jeune âge pour avoir le type de Sénégalais qui considère que bon, non, Khalis doit faire l'identité, donc il ligue, donc il qui considère que voilà, d'abord tête pour Dundu, qui considère que ça, voilà, etc. C'est un énorme chantier. Hein? Mais je pense que ce sera le chantier. Le chantier, ouais. Ce sera le chantier. Parce que même parmi les causes de l'immigration irrégulière, les jeunes qui meurent aussi. Sur cette question-là, je pense qu'elle est importante. D'abord, ça résume ce que je dis. L'État n'a jamais pris la question de la jeunesse au sérieux. Ça ne date pas de Macky Sall. C'est depuis 1960. À quelques exceptions près, le ministre le moins diplômé, c'est à lui qu'on donnait le ministère de la jeunesse. Ça donne une indication. Il n'y a jamais eu de programme sérieux en dehors de la mobilisation physique, vacances citoyennes, quelques petits projets qui ne débouchaient sur rien du tout. Et ça a été le cas pendant 60 ans. Cette question, elle n'a pas été fondamentalement prise au sérieux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Une jeunesse sur qui on veut faire reposer des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Ça aussi, ça interpelle tout le monde. D'abord le gouvernement, comme je vous dis, qui n'a pas pris la question de la jeunesse fondamentalement comme étant une question centrale. Deuxièmement, c'est que même aussi les jeunes payent les pots cassés des irresponsabilités sociales. Un jeune de 21 ans, 22 ans, 30 ans, il n'a pas vocation à nourrir sa mère et ses frères et sœurs. Ce n'est pas sa vocation. C'est la question que je veux vous poser. Mais fondamentalement, ce n'est pas leur vocation. Ils doivent mener leur vie de jeunes, ils doivent jouer au football, ils doivent. Voilà. Vous ne trouvez pas que c'est une forme de violence que la société, que la famille exerce sur mais absolument. Et ça, personne ne le dit. Mais il y a deux responsables. L'État, d'abord, qui n'a pas su avoir une politique de jeunesse. Parce qu'une politique de jeunesse, fondamentalement, elle ne peut être réglée que par une politique d'industrialisation. Si vous n'avez pas d'industrie, vous n'aurez pas d'emploi pour les jeunes. C'est impossible. Ça, c'est l'échec, d'abord. Donc, c'est ça déjà le premier problème. Deuxièmement, c'est que on met sur les épaules de ces pauvres jeunes des responsabilités qui ne sont absolument pas les leurs. Un jeune, il n'a pas vocation à s'occuper de sa mère.
et à s'occuper de ses enfants, de ses frères et sœurs. Mais C'est dans, au, mais dans c'est notre au mari culture, de s'occuper de sa mère et au père de s'occuper des enfants. Maintenant, on leur met beaucoup trop sur les épaules. Voilà. Avec cette pression, tu dois y aller, etc. Mais qu'on laisse ces jeunes tranquilles, vivre leur vie de jeunes. Être au chômage même comme jeune, on ne doit pas les critiquer pour cela. ouais, Voilà, c'est on a ça. tous été au chômage quand on était jeunes, le temps de trouver du travail. Cet esprit de bienveillance, on doit le leur accorder. Quand je parle de bienveillance, c'est quelque chose de très profond. Parfaitement. Et ils vivent ce mal de vivre et ils vont se jeter à la mer. C'est une forme de suicide. Sous cette forme, mais je dis qu'il faut que les parents soient responsables de leurs enfants. Ça, c'est une responsabilité légale et il faut la réhabiliter. C'est ça la responsabilité. On n'a pas un problème de croissance démographique. Ben, certainement. Mais il faut pour cela, la différence entre ceux qui disent qu'on fait trop d'enfants, moi je dis qu'il faut responsabiliser les parents. Il faut que les parents planifient les naissances de manière volontaire, bien sûr. C'est ce que font tous les pays musulmans. C'est ce que fait le Maroc, c'est ce que fait la Tunisie, c'est ce que fait même l'Arabie Saoudite. Donc ce n'est pas une question antinomique à l'islam. Mais une fois que les enfants sont là, il faut que les parents soient responsables. Il faut que le père de famille soit responsable. C'est ça aussi la question. Mais l'État laisse faire aussi. Mais ces enfants que vous voyez dans la rue, ils ont besoin de la protection de l'État. La protection de l'État, c'est quoi? C'est de les ramener dans leur famille d'origine et que les parents qui les ont amenés dans ce monde s'occupent d'eux. C'est ça les pays aussi. Mais si après, on attend que le jeune de 21 ans, 22, 23 prenne la place voilà, du père de famille, ce n'est pas leur rôle. Donc, pour moi, il y a une forme de violence qu'on exerce envers ces jeunes-là. Mais d'abord, c'est l'État, hein, dans la hiérarchie Mais des c'est culturellement responsabilités. accepté, madame. Hein? C'est culturellement accepté. On te Mais dit tout ce qui on n'est te pas dit que accepté. doom dafa war a dimbali même les enfants les jeunes qui prennent les pirogues, lorsque vous les interrogez, ils vous disent que dama bëgg dimbali sama yaay. Et ça, c'est un discours récurrent. Mais là, en disant ça, vous êtes quelque part contre culture. Je suis contre la culture doit être changée. Moi, je pense que les jeunes, leur vocation, c'est de vivre leur vie de jeunes. Qui a une responsabilité pour dundal famille bi, kooku moo war a exercer responsabilité. Tant que ñu ngi leen di def pression bi ñu leen di def, je parle en wolof maintenant, tant qu'on leur met cette pression-là, vous avez des jeunes qui sont complètement déprimés, etc. Il faut réhabiliter ça. Et je pense aussi que ils n'ont même plus de terrain d'expression de leur propre jeunesse. Il n'y a plus de centre de la jeunesse, il n'y a plus de troupes théâtrales. Tout ce qui leur reste, c'est les navétanes et le sport où ils se défoulent. Et de manière très violente d'ailleurs, souvent. Toute cette frustration ne passe que par le sport. Et c'est ça aussi quand je parle de politique de jeunesse. C'est l'emploi d'abord, un emploi qui te permet de trouver une formation qui te permet de trouver un emploi. C'est le divertissement, c'est te préparer à occuper une activité rémunérée par l'industrialisation. Et voilà. Mais vous ne pouvez pas avoir 21 ans et on vous dit vous devez vous occuper de votre mère. C'est pas le boulot d'un Mais est-ce que vous jeune êtes de prêt 21 ans. à assumer cela, à assumer ce discours-là, par exemple, lors des campagnes? Je suis en train de vous le dire. Oui, mais je vous dis, vous allez publier ça, non? Vous allez battre campagne. Oui, et moi, mais je bats campagne. Parce que c'est un discours assez rare. Hein, mais moi, je dis qu'il faut laisser les jeunes vivre leur vie de jeune. Ce n'est pas un jeune de 21 ans de s'occuper de sa mère. Non. Je ne suis pas d'accord. Non, je pense que celui qui doit s'occuper de sa mère, c'est le père de famille. Donc, qu'on laisse ces jeunes vivre leur vie de jeunes, on leur met trop la pression. Et c'est pour ça aussi qu'ils prennent les pirogues. Moi, je vois ça comme ça. On aimerait bien savoir, par exemple, quand on est un gouvernement, à l'échelle du Premier ministre, quelles sont les contraintes qu'on a, par exemple, pour mettre en œuvre toute cette politique? Mais on est dans un régime présidentiel. C'est le président qui décide. Hein. Vous avez beau avoir les idées les plus magnifiques, si le président dit non, vous ne pouvez pas le faire. Et si vous insistez, il vous vire. C'est aussi simple. Vous parlez d'expérience. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Oui. Vous êtes dans un rôle d'exécutant. Hein. C'est un poste glorifiant, mais celui qui décide, c'est le président de la République, c'est pas le Premier ministre. C'est pas les ministres non plus. Oui, mais bon, c'est pas à raconter dans vos journaux. Voilà.
En tout cas, mais merci, Madame Touré. Je pense qu'on a fait Fait large le tour des tour. questions. Ouais. Merci de nous avoir accueillis chez vous et merci pour Ça a été un plaisir. voilà, Et la puis, qualité de ouais, réponse. en tout cas, Ouais.